Guillaume Aubertin, bonjour. Vous faites partie du groupe Sommeil Enfants-Adolescents dont Patricia Franco nous a présenté les objectifs dans le SomnoLife. Et dans le cadre de ce GSEA, vous avez coordonné des recommandations sur les troubles respiratoires obstructifs du sommeil. Donc déjà, qu'est-ce qui fait qu'on appelle le syndrome d'apnée obstructive du sommeil plutôt un TROS? Pourquoi vous avez fait ce choix? On a fait le choix parce qu'en fait, le TROS finalement est bien plus large dans la dénomination justement de tous les troubles respiratoires obstructifs du sommeil, alors que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil se limitait à la définition internationale de ce syndrome, alors que dans les TROS, on considère aussi le ronflement déjà pathologique et c'était très intéressant pour nous de dire que le ronflement dit jusqu'à présent simple est déjà pas normal. Donc, ce TROS, il y a plusieurs phénotypes et c'est ce qu'on a vu ce matin dans le cadre de la session sur cette pathologie-là. Quels sont ces différents phénotypes à aborder quand on est médecin du sommeil de l'enfant? C'est vrai que les phénotypes en ce moment, c'est un hot topic, comme on dit, un sujet très à la mode, très tendance. On était jusqu'à présent sur 3 phénotypes bien établis. Le TROS de type 1 qui a fait l'objet de ces recommandations justement de prise en charge standardisée, on le souhaite à l'avenir, qui correspond plutôt aux jeunes enfants avec l'hypertrophie des amygdales ou des végétations, avec aussi un sous-phénotype plutôt ou un phénotype intégré à l'intérieur de celui-ci sur les anomalies plutôt morphologiques du massif facial. Un TROS de type 2 plutôt sur le patient obèse et un TROS de type 3, plutôt lui qui va prendre en charge toutes les maladies syndromiques, génétiques et maladies malformatives. Et on sait qu'à l'intérieur finalement de ces phénotypes de présentation clinique, on sait, comme dans tout autre axe médical en cours à ce moment, que la génétique est importante, que l'hérédité est importante, que les facteurs environnementaux sont importants et qu'il y a en plus au sein même de ces groupes de grandes variabilités intra- et inter-individuelles. Donc ce qu'on connaît aujourd'hui est en train finalement de se démultiplier pour permettre à la fin de cette prise en charge une médecine individualisée, propre à chaque cas en particulier. Pas uniquement pour les adultes, pour les enfants aussi, et peut-être des spécificités propres en lien avec le développement de l'enfant. Exactement. Et donc ça, c'est la recherche, mais il faut quand même faire des recommandations. Quels sont les points importants des recommandations sur le TROS de type 1 que vous avez publié récemment? Le premier, c'est le dépistage. Déjà, y être sensible, y être sensibilisé et se dire que tout symptôme respiratoire est déjà pas normal et qu'il y a aussi des arguments diurnes qu'il faut imaginer être en relation avec un trouble du sommeil. Donc s'intéresser bien sûr au comportement diurne, mais toujours s'intéresser à ce qu'il se passe la nuit. Ça doit devenir quelque chose de routinier, nous, pour les médecins. La deuxième chose, c'est que dans le TROS de type 1, l'axe central, c'est la prise en charge ORL et que tout enfant suspect d'un TROS de type 1 doit être adressé à l'ORL qui, lui, va, en fonction des situations, se permettre de dire faut-il faire un examen du sommeil ou dans ces cas particuliers, il n'y a pas d'indication à faire un examen du sommeil et je peux opérer l'enfant de cette hypertrophie des tissus lymphoïdes, à savoir l'augmentation du volume des amygdales ou des végétations. Troisième axe, c'est la participation très très importante dans notre prise en charge globale des orthodontistes, des rééducateurs oro-maxillofaciaux, puisqu'on sait que dans ces TROS, il y a une ventilation buccale. Cette ventilation buccale, si elle persiste, elle fait le lit des TROS qui vont persister plus tard. Et c'est absolument indispensable de réapprendre, de faire en sorte que l'enfant puisse respirer normalement à la fin de notre prise en charge par son nez. C'est ça le but. Et la dernière tendance qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est dans la prise en charge ORL, l'endoscopie du sommeil sous sédation induite qui va permettre sans doute d'avancer dans la prise en charge très spécifique, très individualisée du site ou des sites obstructifs à rechercher chez l'enfant. Et le dernier mot-clé, c'est la pluridisciplinarité et le travail en réseau. Je crois que vraiment constituer des réseaux, c'est l'avenir de la prise en charge des troubles du sommeil de l'enfant. Et merci beaucoup pour tous ces travaux et on voit que la communauté du sommeil de l'enfant prend de l'ampleur au sein de la SFRMS. Merci.